Voilà, donc je disais, on va faire un retour d'expérience sur des différents challenges auxquels on a participé, qu'on a organisés. Il y en a trois, voilà, ces 20 dernières années. Alors déjà, une première intro sur... Voilà. Alors, qui nous sommes? Donc, normalement, vous devez trois vous présenter, chacun sur un challenge. Donc, moi-même, expert optimisation, Amine, mon collègue que certains connaissent bien, et ma manager Siam, mais ça en retard, donc je vais faire la présentation à sa place. On est à l'informatique, plus exactement dans la filiale digitale. On est dans un centre d'excellence technologie. Le nom du service, c'est IA appliqué. Alors, on a trois périmètres. Le premier historique, c'est tout ce qui concerne la configuration produit. Typiquement, quand vous allez sur le site internet de Renault, que vous voulez acheter un véhicule, on vous demande de le configurer. Voilà, c'est l'ensemble des technologies maison qui sont derrière pour faire de la compilation de connaissances, de la configuration. Un gros sujet, traitement du langage naturel, avec tout ce qui est analyse verbatim, tout ce qui est recherche documentaire, et un gros sujet, large language model actuellement. Et puis le pôle d'optimisation, où on est 5 personnes actuellement à temps plein, plus un, deux stagiaires, suivant les années. Voilà, donc on va vous présenter trois challenges qu'on a co-organisés avec l'ORADEF. Juste pour vous dire, donc à chaque challenge, on avait un sponsor. En fait, le sponsor, c'était celui qui finançait le prix, pour dire ça rapidement. Particularité aussi, nous, on est à l'IT et les deux premiers challenges, en fait, c'était mes managers à l'IT qui avaient financé. C'est que nous, à l'IT, on était assez proactifs. Donc, sans attendre le métier, on a proposé le sujet. Et puis, le dernier challenge, là, c'est à la supply, notre métier traditionnel, qui a financé le prix. Alors, en quoi consiste le challenge WADEF? Donc, l'idée, c'est une compétition qui dure en gros un an. Il y a un industriel qui va proposer un problème d'optimisation, un problème de la vie réelle. En face, il va y avoir son équipe de candidats, académiques ou non académiques. Habituellement, on sépare en deux catégories. La catégorie junior, c'est tous ceux qui sont en cours de thèse, doctorants ou des gens qui vont soutenir leur thèse dans l'année du challenge. Seniors, toutes les autres personnes, donc enseignants-chercheurs, personnes travaillant dans des labos industriels, dans des entreprises, etc. C'est totalement ouvert. Et à côté, donc ces personnes-là vont traiter le problème industriel, développer des algorithmes, et par ailleurs, parfois, souvent, à la suite du challenge, elles peuvent aussi publier. Donc il y a eu carrément certains challenges, des numéros spéciaux des e là-dessus. Voilà, donc il y a aussi cette partie contribution scientifique, publication, qui est assez important pour les académiques. Alors, un rapide historique du challenge, donc ça a commencé en 1999 avec Bouygues. Voilà, donc Renault en 2022. On a aussi co-organisé en 2005. Et puis 2015, on a fait un challenge, mais ce n'était pas un challenge RODEV. Je vais vous en dire deux mots. En gros, vous voyez les entreprises. Attendez, je vais changer mon pointeur, ça va être plus facile. Voilà. En gros, les entreprises qui ont proposé des sujets, c'est les grands groupes français, à l'exception de Google en 2012. Voilà. La particularité de Renault, c'est que nos trois sujets, à chaque fois, c'était une problématique qui était déjà traitée par un outil en interne et on a utilisé le challenge pour benchmarker l'outil interne. Voilà, les deux premiers challenges, on savait qu'on n'était pas bon, hein. Il n'y a pas de mystère, donc voilà, on s'est fait bâcher, c'était le but. Troisième challenge, justement, on a trouvé qu'on avait un algorithme qui était vraiment pas mal, mais on voulait en gros le comparer à l'état de l'art. Et ça a eu des retours extrêmement positifs pour nous. Donc voilà, donc à chaque fois, obtenir benchmark. À notre connaissance, il y a eu Air Liquide qui a eu cette même démarche, qui a soumis vraiment le vrai problème déjà traité en interne. Ailleurs, souvent, c'était des cas de figure un peu différents. Et on vous parlera aussi notamment des retombées, parce que voilà, c'est différent quand on a déjà un outil en production. Euh, L'exploitation du challenge peut être un peu différente. Alors, comment ça se passe un challenge? Donc, comme je vous disais, ça dure un an. L'industriel, ce qu'il va proposer, c'est un sujet et donc une modélisation, des spécifications pour décrire en détail le sujet. Il propose aussi, on appelait ça checker coaster, c'est qu'en fait, donc dans le sujet, on va définir un certain nombre de contraintes que doivent respecter les solutions. Et donc, on va fournir un programme
qui va vérifier si les solutions proposées par le candidat respectent les contraintes. Il va aussi calculer les valeurs des fonctions objectives, parce que c'est avec ça qu'on va classer les gens. Et éventuellement, si le cas s'y prête, on fournit aussi un visualisateur de solutions. Dans notre cas, par exemple, il y avait des sujets de chargement de camion. Donc, vous voyez tout de suite arriver à visualiser graphiquement un plan de chargement. C'est super utile pour les candidats. Donc, tout ça, c'est du matériel qu'on fournit aux candidats. L'idée, c'est en gros de leur simplifier la vie, de leur faciliter et qu'ils puissent donner libre cours à leur créativité. Et puis, évidemment, des jeux de données, des instances. Alors, ça se déroule en trois phases. Une première phase, quand on démarre, on peut, voilà, en trois phases. Et à chaque phase, on va fournir un jeu d'instances. Donc, première phase, avec un sprint qui dure quelques semaines. On fournit un premier jeu d'instance, généralement de petite taille. C'est pour permettre aux gens de rentrer dans le sujet, de commencer à coder, de tester. Et éventuellement, on peut, mais ce n'est pas obligatoire, d'aller mettre un prix pour ce premier sprint. Et au premier sprint, on demande seulement aux équipes candidates de nous soumettre des solutions. Et on va classer les gens avec les solutions. Bon, ça, c'est en gros un amuse-gueule. Après, les choses sérieuses, c'est une phase de qualification. Là, en général, c'est ouais, 4-5 mois après le début de la compétition. Donc, la compétition aujourd'hui, enfin depuis quelques années, c'est synchronisé avec Euro. Donc, en général, ça démarre à la conférence Euro, donc en juillet, et ça finit à la conférence Euro de l'année suivante. Pour la deuxième phase, on fournit un jeu de données un peu plus consistant. Et là, les candidats vont, cette fois, à la fin de la qualification, ils nous soumettent non pas que des solutions, ils nous soumettent aussi un tableau de solutions, mais surtout, ils nous soumettent des exécutables qu'on va lancer chez nous. C'est l'énorme différence avec des challenges type Kaggle. Comme on a une contrainte de temps de réponse, qu'on veut des algorithmes qui tournent dans un temps limité, comme dans la vraie vie, et pour s'assurer que ça respecte ce temps limité, eh ben, on fait tourner les programmes chez nous, sur nos plateformes, et au bout du time limit, mettons 1 heure, on coupe brutalement le programme et on regarde ce qui reste, enfin, les solutions qui ont été générées. Et au bout de cette phase de qualification, on va retenir N candidats. C'est complètement à la main de l'organisateur. Nous, chez Renault, par exemple, on a essayé de conserver le maximum de gens pour ne pas louper des équipes intéressantes. C'est arrivé un challenge que des équipes finissaient pas très bien à qualif parce que pas suffisamment de temps et très bien fini à la phase finale. Donc, ça aurait été dommage de les louper. Ce qu'on élimine en général, c'est les programmes qui ne marchent absolument pas ou qui sont vraiment trop loin de la cible. Voilà. Mais généralement, on essaie de garder tout le monde, mais ça, c'est notre politique. On peut très bien avoir aussi comme politique de dire, comme je refais tous les programmes, je ne veux pas plus de 10 finalistes. Voilà. Chacun fait comme il entend. Et voilà. Donc, avec les finalistes, là, on leur donne un jeu de données, le vrai, donc en termes de taille, de complexité, de volumétrie, etc. Le nombre d'instances à chaque fois, c'est complètement libre. Donc, pour nous, ça devait être une dizaine, une cinquantaine, une centaine. Ah bon, une centaine, nous, on était un peu trop ambitieux parce qu'on a galéré à les faire tourner. C'était pas une bonne idée, mais voilà, des tailles, des instances, des vrais, de la vie réelle. Et la phase finale, donc les gens, les candidats nous soumettent la version finale à exécutable. Pour faire le classement final, on va introduire des instances mystères, on va dire, non connues des candidats. Alors, suivant les cas, le classement final est fait en partie sur les instances mystères, en partie sur les instances C déjà connues. Côté Renault, bon, on a un challenge, on a écouté Eric, mais les précédents, en général, c'est uniquement ces instances mystères. Pourquoi? Parce que c'est comme dans la vraie vie. On recette avec des jeux de données, mais on sait particulièrement qu'en prod, ça va changer. Et on n'a aucune envie en production, après 3 mois, après 6 mois, après un an, d'aller retourner les algos. On a autre chose à faire. Et donc, ce qu'on privilégie aussi, ce n'est pas des gens qui sont héroïques, qui ont fait du overtuning sur le jeu de données qu'ils connaissent, c'est des trucs robustes qui tiennent à la durée. Voilà, parce que c'est comme la vraie vie chez les industriels. Et donc, c'est arrivé hein, que celui qui est vainqueur, en fait, c'était celui qui était le plus robuste, qui tenait la route. Voilà. Donc ça, c'est comment ça se déroule. Alors, premier challenge. Donc, 2005, c'est pas tout neuf. Le prime classique du car sequencing, bah, avec le bon site, etc. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore d'équipe challenge comme aujourd'hui, avec Eric, Safia, David, tout ça. Et donc, à l'époque, il y avait Van Kuhn, et bon, on faisait nous-mêmes à peu près tout, y compris le site. Enfin, non, le site de Van Dat, mais on faisait les pages, etc. Donc, le problème du car sequencing, c'est le but du jeu, c'est vous avez une chaîne de montage, une usine de montage qui avec des véhicules. Vous avez un film de production, donc une séquence qui va passer dans trois gros ateliers, la tôlerie, la peinture, le montage. Bon, la tôlerie, on oublie parce que ça, c'est marginal.
Et en peinture-montage, le but du jeu, c'est sur la peinture, il faut construire une séquence avec des rafales de peinture les plus longues possibles. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que chaque fois que vous changez la couleur dans cette séquence, et cette séquence, c'est vraiment une séquence qui passe telle qu'elle en chaîne, chaque fois que vous changez de couleur, on doit nettoyer nos pistolets de peinture, on doit, ce qu'on appelle, on doit purger. Et on doit mettre du solvant. Un an de grandeur, ça nous coûte à peu près une quinzaine d'euros chaque fois qu'on change de couleur. C'est une journée de production qui fait 1000 véhicules. Si vous changez voilà, tous les 5-6 véhicules, ça va chiffrer très vite. Donc c'est là où il y a un énorme gain économique de faire des rafales plus longues. Et au montage, c'est un petit peu antinomique, parce que là, le but du jeu, c'est d'écarter les véhicules difficiles. Là, par exemple, dans l'exemple en dessous, vous avez un véhicule bleu, et on veut pas plus d'un véhicule sur toutes les fenêtres de 3 véhicules. Alors pourquoi on fait ça? C'est une chaîne de montage, il y a un temps de cycle, c'est-à-dire le temps où le véhicule passe devant chaque poste. Généralement, c'est 1 minute. On a un véhicule toutes les minutes qui passe sur un opérateur. Mais, manque de bol, le véhicule bleu, le travail de l'opérateur à un certain poste, il faut 3 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand le véhicule passe devant le poste? Il suit le véhicule. Donc, le véhicule avance et l'opérateur le suit pour finir ses 3 minutes de travail. Et vous l'avez compris, dans ce cas-là, par exemple, il finit de travailler, le temps qu'il revienne à son poste, c'est qu'aux 3 véhicules, et youpi, le suivant arrive que 4 positions après. Bingo. Par contre, là, c'est pas bien, parce que là, il a fini de travailler, mais le véhicule suivant arrive trop vite. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand ça se produit en vie réelle, bah, c'est très simple. Le véhicule ne peut pas passer sans qu'on ait fait l'opération, on arrête la chaîne. Alors, vu les milliers de gens qui sont sur la chaîne, c'est vraiment pas pris. Donc voilà. D'où le but de la fête d'écarter. Et donc, le cas sequencing, c'est de faire une séquence qui respecte à la fois les rafales de peinture et les contraintes d'écartement. En général, l'écartement est prioritaire. Bon, il y a une version étendue maintenant, où il y a des subtilités, on parlera après. Ce qui était intéressant, c'était que, alors ça, en 2005, on a proposé ce problème et on a dit au monde académique, c'est ça le vrai problème du cas séquencé que nous, industriels, on traite. Parce que dans la littérature, le problème qui était traité, c'est un problème où il n'y avait que les écarts critères et c'était généralement traité sous forme de un problème de satisfaction de contrainte. Je mets un écart critère d'un sur trois et ainsi de suite, je mets un ensemble d'écarts critères, il y a une solution, il n'y a pas de solution. Chez nous, le problème, c'est le fabricant ne lui dit pas, il n'y a pas de solution. Enfin, ça n'a pas de sens pour lui. Surtout que lui, quand il met un sur 3, dans sa tête, ça veut dire la plupart du temps, fais-moi du un sur 3. Et quand tu peux pas, fais comme ça. Fais des véhicules écartés de 2. Surtout pas des véhicules collés. C'est vraiment une logique d'optimisation, pas de satisfaction de contrainte. Voilà. Donc c'est intéressant. Déjà, c'était quoi le vrai problème? Alors, les équipes qui ont participé, donc gros succès initial, 55 équipes sont inscrites. Bon, comme d'habitude, la moitié seulement aurait mis des exécutants. Voilà, 6 mois après. Mais ça, c'est habituel, hein. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Puis derrière, quand il y a le temps qu'il faut y passer. À l'époque, il y avait une grosse communauté canadienne, brésilienne qui venait à l'Eurodef. Et donc, ils ont participé massivement au challenge. Un gros bloc européen. Et en 2005, vous voyez, personne en Asie. Ça va changer. Là. Et les vainqueurs, donc vous reconnaissez, hein, Frédéric, Gardy, voilà, donc en 2005. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, les 2 premières équipes, c'était des doctorants. Le premier, 3 doctorants de Marseille, l'Université de Marseille, et le deuxième, c'était 5 doctorants brésiliens, qui étaient avec César Ribeiro à l'époque. Voilà, donc ouais, c'était un peu particulier, c'est les juniors qui ont gagné. Ce qui était super sympa, c'est, ça tombait bien, le congrès REDEF avait lieu à Tours, et on venait dit aux équipes, bah, écoutez, vous venez un petit peu avant, et on vous emmène en usine voir le vrai truc. Donc, on les a amenés en cabine de peinture, au montage, voilà, vous voyez l'atelier, c'est ça, les contraintes, etc. Voilà, vous reconnaissez, hein, Thierry, Eric, bon, ça c'était il y a 20 ans, hein. Mais bon, mais comme dit Thierry, ils n'ont pas trop changé. Et c'était une expérience super sympa, à la fois pour les candidats, parce qu'ils ont vu vraiment sur le terrain, bah, c'était quoi la réalité industrielle, et pour l'usine. L'usine a dit au responsable logistique, écoutez, ça, c'est les équipes, c'est les meilleures du monde, et on va prendre le meilleur algorithme des meilleures équipes du monde et on va le mettre chez toi. Donc vous imaginez sa fierté, enfin voilà, il a dit à l'usine, les gars, on va mettre le meilleur algo du monde, donc on s'y plie, on le suit, et pas d'histoire. Hein, c'était une super expérience pour tout le monde. Alors, déjà, les retombées, donc déjà, les solutions écolières étaient bien meilleures que les nôtres, mais ça, on s'en doutait, hein. Honnêtement, à l'époque, on n'était pas très bons. Les usines nous criaient dessus, et c'était pas une surprise. Intéressant aussi, c'est très, très grande diversité de méthodes d'optimisation.
méta-heuristique, du éco-idée de fourmis, des gens qui ont fait du MIPUS recherche locale. Par contre, personne n'a fait de la PPC. Alors que c'était l'algo habituel pour le cas séquencing, mais sauf que le cas séquencing, la littérature, c'était pas le problème qu'on traitait. Donc, ça nous donnait un vrai benchmark, et ça, c'est valable pour tous les changes. C'est un vrai benchmark des méthodes parce que chacun code dans la méthode à laquelle il est bon et il va jusqu'au bout. La solution du vainqueur, donc il y avait de trop très gros gains grâce au rafale de peinture. Alors, pour petite histoire aussi, bah, Frédéric, avec Thierry et d'autres, ils ont fondé ensuite le Kosovo avec les principes d'un Lego qui a gagné, qui était basé sur de la recherche locale. Voilà, et ça a donné après le Kosovo, Exali maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en interne? On ne s'est pas embêté. Parce qu'à l'époque, on avait une application, enfin toujours d'ailleurs, une application de production qui était développée en C. Frédéric et ses camarades de la Exxon d'idée de coder l'algo également en C. En plus, ils ne savaient pas, ils m'ont envoyé les sources avant, donc j'ai vu la qualité du code. Et en plus, dans la philosophie, c'était vraiment de faire le code le plus robuste possible, ce qui pour nous est parfait. Donc, ce qu'on a fait, ben, on avait un algorithme, un OQCV qui ne marchait pas très bien, on l'a sorti de l'application et on a mis à la place l'algo du vainqueur. Mais quand on a mis à la place, c'est on a acheté les droits de propriété intellectuelle, j'ai pris le code, je l'ai à peine adapté, je l'ai mis tel quel. Donc c'était assez exceptionnel. Bon, ça ne s'est pas reproduit après, mais c'était exceptionnel. On a fait le transfert de connaissances et puis ensuite on a fait les évolutions plutôt mineur en termes d'optimisation, parce que c'est la vie d'un outil comme ça, il y a des évols, et aussi parce qu'on ne voulait, et ça c'est une démarche qu'on a eu tout le temps, on ne voulait pas polluer le challenge avec en gros des trucs, c'était de la cuisine interne. C'était pas la peine d'embrouiller les gens avec ça. Donc on voulait garder en gros un problème d'optimisation assez pur, où les gens pouvaient se lâcher, et puis les petits trucs à droite à gauche, des trucs cuisine maison, ça on l'a rajouté après. Et pour la petite histoire, cet algorithme donc, a été mis en production chez nous en 2007. Il tourne toujours sur les deux tiers de nos usines, aujourd'hui en 2024. Et d'ailleurs, dans les usines, on appelle ça l'algo du challenge. C'était super histoire. Donc ça, premier challenge. Et puis, comme je vous disais, sur ce challenge-là, Vanda avait pu obtenir un numéro spécial des gens. C'était assez exceptionnel. Donc, on a proposé à toutes les équipes de soumettre un certain nombre, donc on publié. Et on avait fait au préalable, en introduction du numéro, un survey, voilà, des différents algorithmes, etc. Avec Vanda, Christine et Christian à l'époque. Voilà, donc là, en gros, tout le monde était super content, nous industriels et les académiques. Alors ça, c'était le premier challenge, 2005. Deuxième challenge, 2016, chargement de conteneurs. Alors, c'était un challenge EasyCup par Wadev. Alors, pourquoi? C'est tout bêtement, au congrès Wadev, c'était à 3. J'ai eu l'idée de faire un challenge et manque de peau, à la SNCF nous a grillé la politesse. Pile au même moment, François Ramon, il a lancé le challenge SNCF. Et comme on n'avait pas envie d'attendre encore 2 ans sans savoir, ça a été au challenge suivant, on a lancé en parallèle. Avec un risque, c'est comme dit en parallèle. En gros, notre challenge commençait pile quand le précédent de la SNCF terminait. On a pris un risque parce qu'on était patient d'avoir beaucoup d'équipes et finalement, ça s'est bien passé. Donc, la problématique, ça concerne nos plateformes, on appelle ça les IAN. En fait, c'est des plateformes cross-dock pour l'international où en entrée, on récupère les pièces de nos fournisseurs par camion. Typiquement, par exemple, on va récupérer des pièces de fournisseurs, il y a une plateforme en Roumanie. Donc, il va récupérer des moteurs fabriqués en Roumanie. On va voilà, transiter par cette plateforme et les charger dans des conteneurs, par exemple à destination du Brésil. Et donc, c'est des plateformes qui, en entrée, ont du chargement de camions, enfin du déchargement de camions, et en sortie, du chargement de conteneurs. Le problème soumis au challenge, c'était le chargement de conteneurs. La problématique, elle est vraiment plus optime dans le sens où les conteneurs, le bateau part une fois par semaine, en général, le mardi. On avait des journées bateau et donc on a une semaine de contenu qu'on peut switcher dans tous les sens pour optimiser le nombre de conteneurs. La problématique est que ces conteneurs-là, par contre, on doit les charger aux petits oignons. Un conteneur aujourd'hui international, ça nous coûte facilement 5 000 euros, donc c'est très, 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 très cher. Donc chaque mètre cube d'un conteneur est des caristes experts, les gens qui font ça à la main. T'as qu'à la main, ce qu'ils font, ils font quelque chose comme ça. T'as qui prennent des stocks et ils construisent un point de chargement sur une espèce de place de parking. On appelle ça une alvéole. Et après, ils chargent. Et on avait un algorithme qui était moins bon que l'expert humain.
Et donc là, le but, c'est être au moins au niveau d'expérience humain, sachant que sur les meilleures plateformes, le taux de remplissage était au-delà de 90%. Donc voilà, c'est un gros challenge. Et sur un plan de chargement, le problème, c'est quand on n'est pas bon, ça se voit tout de suite. Parce que visuellement, ils sont très, très forts. Donc voilà c'est le challenge. Donc, en termes de données d'entrée, pareil, on a fait une description du problème. En termes de dataset, on ne s'est pas embêté. Ah, je ne l'ai pas dit pour casser conseil. Tout bêtement, comme on avait une application, bon, on a pris des jeux de données de nos différentes usines, là, de nos différentes plateformes. Donc, ça, le jeu de données, c'était une semaine d'expédition de nos plateformes en Roumanie, en France, en Turquie, en Espagne, en Corée. Voilà, une semaine. Et les fameux sets A, B et C, ben, c'est tout bêtement une semaine près à des moments différents. Voilà, on ne s'est pas embêté. On a à peine anonymisé les données, parce que pareil, les codes d'emballage, les codes fournisseurs, bon, il n'y a pas grand monde qui les connaît. Et puis même si vous connaissez le code de Valeo, entre guillemets, on s'en fiche totalement. Il n'y a pas de souci. Là, pareil, on a fait un checker, ça c'est indispensable, qui calcule aussi les KPI, les objectifs, et l'outil de visualisation, qui est indispensable parce que le plan de chargement sont assez riches, assez complexes. Il y a un ensemble de contraintes ça, on le voit très bien visuellement. Et donc, ça aide énormément les candidats à débugger leur programme de pouvoir avoir ça. Et puis, nous, en plus, c'était des outils visuels qu'on avait déjà. Donc, on l'a juste packagé et on l'a donné aux gens. Et donc, quand ils nous ont rendu la copie, c'était voilà, exécutable. Je ne l'ai pas dit aussi, ils nous décrivent la méthode en 5 pages. Alors, sur le premier échange 2005, sur celui-là, ce qui a pu se faire, c'est que à la fin d'échange, on donnait le prix à une conférence. En 2005, c'était la conférence RODEV. Là, il y avait une conférence EasyCup. Ah oui, j'ai oublié de le dire. EasyCup, c'est un groupe de travail euro qui est dédié au pin packing et au cutting. Et donc, les gens sont venus et ils nous ont présenté leur sujet. Ça, malheureusement, on a un peu perdu ces récent. La démarche sur ce challenge, c'était un peu différent. En 2005, j'ai écrit les specs de A à Z, parce que le problème du casse costing était assez facile, on va dire, modélisé à comprendre. Là, ce qu'on voulait, c'est en gros qu'un académique parle aux académiques. Parce que nous, on avait plein de jargon métier, de trucs maison, et on a travaillé avec François, il y a un gros spécialiste du parking. On dit en gros, François, si toi tu écris les contraintes, forcément tous les gens de la qualité allaient te comprendre. Et aussi, on va retenir les contraintes qui ont un sens pour toi, qui ont un sens au niveau optimisation. Et c'est comme ça qu'on faisait le trait entre ce qui est en gros de la cuisine maison interne de Renault, et tout le monde s'en fichait, et puis des trucs qui avaient du sens, et puis surtout comment arriver à le modéliser, notamment des contraintes de type exploitation, voilà, des trucs faciles à décharger, voilà. Comment on allait pouvoir le modéliser correctement. Et donc, le problème de Renault, c'est ça. C'est 29 contraintes, bien décrites. Le sujet était super concis. François a décrit ça en 4 pages, 4-5 pages. Vous voyez le niveau de concision, mais avec son talent d'enseignant, en 4-5 pages, il a décrit le problème de manière exhaustive, claire, sans ambiguïté. Et on a eu relativement peu de questions. Les questions, c'était sur une contrainte qui embêtait tout le monde, que les gens ne voulaient pas traiter. Mais bon, on a dit, les gars, c'est la vraie vie, il n'y a pas le choix. La surprise pour nous, c'est aussi chargement de connaissances, c'est hyper standard. Enfin, tout le monde fait ça. C'est pas complètement vrai. Alors déjà, nous, constructeurs automobiles, ce qu'on fait, on charge nos conteneurs toujours avec des carres à fourche. Donc on fait des piles et on charge des piles. Tout le monde ne fait pas ça, par exemple Ikea. On s'est aperçu qu'on travaille avec des éditeurs qui faisaient du chargement, qui ne fonctionnaient pas forcément pareil. Et puis il y avait quelques subtilités. Dans les jeux de données, on avait une très grande diversité de dimensions d'emballage et c'est ça qui a rendu le point très compliqué. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était typiquement un feedback des équipes qu'ils ont monté. Alors, les équipes, justement, bon, partie américaine d'Amérique du Sud, peu présent, grosse partie en Europe, et une équipe chinoise et une équipe japonaise. Et l'équipe japonaise a très bien fini, ils sont vraiment des spécialistes. Voilà, 15 exécutables et 8 équipes finalement qu'on a classées, parce qu'on avait à moitié, ça ne marchait pas. C'est là où on a pris un risque, parce qu'on a fait le change SNCF, il en juillet 2014. Donc, c'était quasi en même temps. Et ben voilà, on a pris le risque et finalement, on a eu de très bonnes équipes, de très bonnes solutions. Autant avec le RADF, et maintenant, c'est l'échange RADF Euro, vous êtes sûr d'avoir un énorme panel, c'est super connu. Nous, on a pris un petit risque, mais bon, finalement, ça en est bien sorti. Et donc, The Winner is, en fait, c'est des gens que vous connaissez, c'est des profs de Grenoble, Olivier Briand, d'INADEF. Ils avaient joué au premier challenge et ça ne s'est pas bien passé, leur programme a craché. Ils ont refait le deuxième challenge avec nous et ils ont gagné. Et puis derrière, vous avez l'équipe japonaise, des Belges, des Brésiliens et l'équipe espagnole. Alors, le truc intéressant, deuxième et troisième, c'est des spécialistes de la communauté beanpacking. Eux, ils jouent à tous les challenges beanpacking, on les connaît bien.
Eux, ils sont pas du tout partis du groupe de travail Binpacking. Et c'est intéressant. C'est des gens un peu des outsiders qui ont gagné parce qu'ils ont une approche originale. Et ça, c'était extrêmement intéressant pour nous. Et derrière, donc, on a fait un contrat avec eux pour adapter l'algorithme et le mettre chez nous. Donc, leur grosse astuce était de construire les piles avec un programme linéaire, Simplex. En fait, ils ont fait quelque chose qui ressemblait un peu à la génération de colonnes. Ils ont construit des piles théoriques qu'ils ont énumérées parce qu'ils sont aperçus qu'en fait, la bibliothèque des piles théoriques possibles, elle est limitée. Donc, ils l'ont fait de manière exhaustive. Avec Simplex, en fait, ils associaient les vrais colis avec ces piles théoriques. Et après, ils ont fait des placements 2D des piles avec de la recherche locale. Après le challenge qu'on a fait, on a fait un contrat avec les vainqueurs, on a réécrit l'algorithme en Java et on l'a mis en production dans nos plateformes. Voilà. Nous, on est assez bourrin. Quand un truc marche et qu'il est très bon, on se pose pas de questions. Voilà, avec la visu. Et après, on a rajouté des évolutions codabilité à nous, comme par exemple le fait que quand vous chargez une semaine, si le dernier compte n'est pas très bien chargé, on va aller chercher des colis intéressants la semaine suivante pour compléter. Parce que vu le prix du mètre cube, c'est très important. Voilà, et alors en fait, on n'a pas tout repris. La partie placement 2D, on avait commencé à travailler chez nous et on a préféré continuer chez nous avec notre algorithme 2D, sauf qu'on l'a benchmarké avec l'algorithme 2D du vainqueur du challenge. Et donc voilà, on s'est challengé et ça nous a permis d'améliorer notre algorithme. Donc on l'a mis en production le nôtre quand il était au niveau de celui du vainqueur. Donc ça, c'était super intéressant en termes de qualité de solution, temps de réponse. Voilà, et on a réussi cet algorithme 2D sur le chargement de camion dans le troisième challenge, voilà, dont mon collègue Amine va vous parler. Je te laisse la main, Amine. Je te laisse souffler un petit peu. Hop, vous me dites dès que C'est bon, c'est bon. C'est bon? vois ton écran. Donc, bonjour à tous. Merci d'être aussi présent pour cette présentation. Oups. Donc, je vais vous parler du troisième challenge qui est assez récent, qu'on a fait autour du chargement de camions pour toute la partie inbound de nos usines Renault. Donc, le challenge s'est déroulé entre 2022 et 2023 et le dernier prix a été présenté durant la WADEF en février 2024. Donc, le sujet, on y a travaillé avec toute l'équipe du challenge, avec Eric notamment, et ça, c'était pas si simple. On va rentrer plus dans le détail après sur la problématique, mais juste sur la partie organisation. C'est beaucoup de travail. Donc, pour nous, le challenge avait commencé réellement en 2021 pour écrire toutes les spécifications, ce que dit Alain, avec tout le travail en amont d'un challenge, c'est quelque chose de très important. Mais estimer ça presque à 6 mois de travail pour écrire toutes les spécifications, tout détailler. Et par contre, les instances, toujours, ils arrivent toujours à la fin. Donc, toute la partie checker, dataset, description du challenge est toujours en ligne sur un lien GitHub. Et voilà, donc comme Alain vous montre un peu les équipes qui étaient inscrites, on voit que quand même on atteint pas mal de monde sur tous les continents. Et on a eu quand même 20 exécutables pour la deuxième phase et on en a retenu 15 pour la dernière phase. C'était peut-être pas une bonne idée d'en retenir autant d'équipes parce qu'on avait l'ambition de quand même laisser les bons. Et par contre, on avait sous-estimé l'effort qu'on doit faire pour tout tester. Sachant que les premiers datasets A étaient autour de 10-15 instances. Sur le B, on était autour de 45 instances. Et sur le C et le X, on était autour de 150 instances. Pour chaque instance, il y a un temps limite de calcul autour de 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure.
Et si on fait le calcul, 1 heure fois 150 instances pour 15 équipes, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, sachant que chaque équipe a sa manière particulière de lancer son calcul. Et heureusement qu'on avait pris un stagiaire durant toute cette phase de fin de challenge qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à faire du run de tous ces instances. D'ailleurs, on les a tous lancés sur EGC. Donc, je passe sur la problématique en soi. Donc, on parle du chargement de camions et de l'optimisation de la performance amont de nos usines. Donc, il y en a une trentaine d'usines de Renault dans le monde et on compte entre 5 000 et 6 000 camions qui arrivent sur nos usines par semaine. Nous, les jeux de données qu'on donnait, c'était des horizons de 8 à 10 semaines. Ça fait pas mal de camions. Et le but final, c'est d'avoir le moins de camions possible. Donc ça, c'est réduire le coût de transport, et donc essayer de remplir les camions le plus possible, mais aussi d'avoir le moins de coûts stock. Et quand on essaye de réduire le stock, ça veut dire on essaye de ramener la pièce au dernier moment, ce qui est un peu incompatible avec le fait de réduire le transport, qui nous amène un peu à avancer des pièces d'un jour à l'autre. Et donc, il y avait cette partie-là, mais aussi la partie des plans de chargement faisables. Et on voulait avoir une description une description mathématique la plus réaliste pour que les gens sur le terrain puissent appliquer ces plans de chargement qui sortent du, des algos du terrain. Même si on n'y arrivait pas totalement à la fin pour refléter la réalité des plans de chargement. Donc, une petite décomposition vite fait de la problématique. Donc, de base, on a plein de camions possibles et sur tous les journées. Chaque camion, on connaît d'avance son trajet. Donc, on connaît les fournisseurs qu'il va visiter et les gares routières dans les usines où il va s'arrêter. Donc, ça fait déjà une limite des besoins qu'on peut y mettre. Et en plus, chaque besoin est identifié par sa date de consommation à l'usine et il a une fenêtre d'arrivée, on va dire, de 3 à 5 jours, voire à une semaine ou deux. Ça dépend si le fournisseur il est loin ou pas. Et ça permet d'avoir une petite complexité par rapport à quels besoins on peut mettre dans quel camion. Donc la première décision, c'est déjà d'assigner les besoins qu'on va mettre dans chaque camion et quels sont les camions qu'on ne va pas utiliser et peut-être même quels sont les camions qu'on va commander en plus par rapport au plan de transport qui existe déjà. Donc à partir de là, il faut que l'ensemble des besoins qu'on a mis dans un camion euh, puissent être réalistes d'un point de vue chargement. Et c'est là où on passe à la deuxième partie du problème de la construction des piles un peu similaire à ce qu'a montré Alain tout à l'heure sur la partie de chargement de conteneurs, sauf qu'ici, c'est un peu plus simple. Les conteneurs, on peut mettre des gros emballages sur des petits ou des petits, deux petits sur un gros. Euh, Ici, sur les camions, on fait des piles un peu monodimension. Ça simplifie un petit peu le problème. Donc, dès que les piles sont construites, on passe à la partie chargement, où là, on essaye juste de faire du 2D principalement, avec des contraintes d'ordre des fournisseurs à l'intérieur, ce qui n'existait pas pour le challenge précédent. Et par contre aussi, la particularité ici, c'est des contraintes de charge aux essieux. Ça veut dire parfois, il y a la place dans le camion, mais on ne peut pas l'utiliser parce que ça fait que l'équilibre du camion est pas fait. Il y a des contraintes de poids sur les essieux qui ne sont pas respectées. Et ce sont des contraintes très, 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 très compliquées à- à faire respecter. Là, je passe un peu toute la partie challenge où on a passé
du très bon moment avec des contacts avec toutes les équipes. Et on avait donc les 15 finalistes. euh, le résultat était très bon. Pour tout dire, notre algo était classé peut-être sixième ou septième sur le challenge. Donc, il y en avait des méthodes qu'on n'avait pas pensées du tout. Nous, notre algorithme qu'on avait en interne, il est toujours basé sur des méta-heuristiques, alors que presque toutes les équipes du challenge, en tout cas les mieux placées, ont fait un peu la même chose, où la partie affectation des besoins au camion a été modélisée en linéaire, avec des modèles résolus en Ciplex ou Gurobi ou autre. Alors que nous, on n'avait pas ça, on n'y avait pas pensé avant. Donc, le podium était constitué de Florian Fontan et Luc bon, Lesso, qui sont des habitués des challenges ROADEF, et ils l'ont confirmé encore une fois, avec des résultats bien, même si ce sont un peu sur le podium, ils avaient les mêmes méthodes de résolution des problèmes, mais on voit que vraiment le détail où ils sont allés avec Florian, on avait continué la discussion avec lui après le challenge. C'est vraiment le détail qu'il a mis en place sur l'exécution de ces méthodes qui a fait il était classé au premier. On avait une équipe d'Ortec qui sont classés deuxième. On avait une équipe c'est une filiale logistique du géant Alibaba qui était classée troisième du challenge. On avait organisé chez nous, chez Renault, un atelier de discussion algorithmique. C'était une après-midi. Là, on voit Eric avec les meilleures équipes qui sont venus nous voir pour discuter et honnêtement de toutes les méthodes et un peu les pièges et ce qu'on peut gagner sur cette partie. Donc, ce qu'on a continué, nous, de notre côté, c'est que bah, on a vu qu'il y a de l'amélioration à faire sur nos algorithmes, que ce soit sur la partie d'affectation des besoins ou la partie placement des besoins des piles sur les camions. Et on a pris deux stagiaires. Chacun travaille sur une partie du problème euh, pour, pour un peu creuser cette partie-là, sachant que, comme disait Alain, on n'avait pas pollué le challenge avec toute notre cuisine interne, euh, et il fallait du coup adapter un peu les modèles à toute la partie cuisine qu'on est en train de mettre en place. Donc là, on continue, on n'y est pas encore arrivé à arriver au niveau des meilleurs candidats sur le challenge. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est on n'a pas pris la décision d'acheter le code des gagnants cette fois, sachant que notre algorithme, il est pas mal classé et que on sent que on peut l'améliorer nous-mêmes et d'y arriver sur un très bon niveau de performance. Je pense que c'est tout. Alain, tu peux reprendre la main. Je pense. Ok. Ou laisse le slide, Amine, parce que c'est le dernier, on va partir de... Non, non, le slide suivant, excuse-moi. Ouais. C'est ça. Voilà, donc pour résumer, vous voyez les intérêts de la compétition, le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges d'idées, beaucoup d'amélioration de nos algos qu'on a pu retenir. Parfois, on a pris carrément l'algorithme du vainqueur chez nous. Ah oui, le deuxième point important. Donc, à chaque fois, on a bien délimité un problème. C'est-à-dire et là, parfois, on s'est frustré, honnêtement, en disant, voilà, on essaie évidemment de tout mettre dedans parce qu'on se dit, c'est un challenge, il y a plein d'équipes, on va s'éclater. C'est pas forcément une bonne idée. Donc, à chaque fois, on a délimité, et notamment dans l'échange avec Eric, Bourg, on a fait un gros travail comme ça pour ne pas polluer trop le problème. Sur la partie jeu de données, checker, voilà, ça prend du temps. Il se trouvait qu'on partait d'applis qui existaient déjà, donc c'était plus facile. Pas sous-estimer le temps y passé, mais chez nous, à chaque fois, l'investissement a été, entre guillemets, super rentable. Derrière, à chaque fois qu'on a fait échange, l'idée c'est minimum benchmarker et si ça se passe bien, quelque part, arriver à mettre en production.
l'algo lui-même, des idées, des choses. Mais clairement, c'est améliorer l'algo qui tourne en opération. C'est pas explorer des choses prospectives, et on est super motivé pour faire un quatrième challenge et ce sera à nouveau un cas comme ça. Un cas qu'on traite déjà en interne, parce que le fait déjà de le traiter en interne, ça nous permet de bien comprendre le problème, de bien le délimiter, de savoir les acteurs et aussi de les embarquer avec nous. Cette aventure-là, on l'a fait avec le métier en l'embarquant, en disant voilà, aujourd'hui on a un bon algo ou pas un bon, et on va le benchmarker, on va le comparer à l'état de l'art. Et le challenge, c'est une opportunité extraordinaire et à notre connaissance la seule pour faire cet état de l'art, pour le comparer vraiment au truc. Et puis à chaque fois, ça a été des expériences extrêmement enrichissantes. On a un peu transpiré, comme disait l'ami, pour faire tous les algos. Parfois pour débugger et prendre des candidats parce que ça marchait chez eux, ça marchait pas chez nous. Mais ça aurait été trop bête de les perdre. Et là, par exemple, pour le dernier challenge, on a fait quelque chose de nouveau aussi. On a dit aux gens, OK, avec le temps que vous avez eu une certaine solution. Mais on va mettre dans GitHub un site où chacun pourra publier de nouvelles, meilleures solutions pour benchmarker. Et ainsi, pour les gens qui veulent derrière faire de la recherche, publier, ben, ils vont se confronter vraiment aux meilleures solutions possibles, pas que celles obtenues à l'instant T, à la fin du challenge. Et donc, il y a notamment Florian, le vainqueur, et des équipes allemandes qui a gagné le prix scientifique, qui continuent à travailler. Donc, Florian a corrigé en gros quelques bugs, et l'équipe allemande a publié, a continué à travailler, et on continue à échanger avec eux. Eux, ça les intéresse énormément aussi pour eux d'avoir notre point de vue, notre feedback. Nous, en tant qu'industriels, les pistes qu'ils exposent, que c'est pertinent ou non. Voilà. Donc, pour résumer, oui, à chaque fois, super expérience du challenge et partons pour une quatrième expérience. Voilà, donc j'en termine là. Et puis, on a un bon quart d'heure, voire plus, pour vos questions.